Bonjour, je vous retrouve dans ce nouveau décor que j'essaye progressivement d'embellir. Mais là, je suis contente. J'ai des nouvelles affiches, notamment des Utopiales. Donc voilà, je suis très contente. Et parce que oui, les Utopiales, c'était trop bien. J'ai vraiment trop aimé ce festival et je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu y aller parce que j'ai adoré. Que ça soit tout d'abord rencontrer du monde, rencontrer des personnes. Alors bien évidemment, j'y suis allée avec mon acolyte de mes lectures communes de La Roue du Temps, Morgane, et je la remercie d'ailleurs de me l'avoir proposé. Et aussi, nous avons pu faire plein de rencontres et c'était vraiment très cool de rencontrer des personnes et surtout de discuter de plein de choses et malgré tout très peu de livres, mais c'était vraiment très cool. Donc on a pu rencontrer et échanger avec Lucie, Pénélope, Emeline, et bon, avec qui on a passé plusieurs soirées ensemble. Et aussi on a rencontré Benjamin, Oriane et d'autres personnes avec qui on a beaucoup moins échangé, mais vraiment c'était très sympathique. Évidemment, on a fait quelques conférences parce que Team Prof, on va faire quelques conférences et c'était vraiment très intéressant. Elles étaient d'intensité inégale, elles étaient pour certaines mieux que d'autres, mais dans l'ensemble, on a toujours passé des bons moments en conférence. C'était vraiment chouette et encore une fois, c'était très bien organisé, y compris pour la nourriture et tout ce qui était boissons, rafraîcissement, déplacement des foules, etc. avec même des options végétariennes. Donc, que demander de plus? J'y retournerai bien évidemment. Qui dit forcément voyage à Nantes avec des librairies, notamment La Talente, trop cool, et surtout les Utopiales et cette gigantesque librairie. Vraiment. Pour la petite info, on y est allé à l'ouverture du jour 1 avec Morgane. Il était genre 9h le jeudi et on était 5 dans cette énorme librairie. Et c'était trop bien parce qu'on a pu passer un temps fou à lire les quatrièmes de couverture, à échanger, à revenir sur nos pas, à hésiter. Et les autres jours, enfin aux autres moments où on est allé, c'était vraiment très bondé. Et donc ça, c'est le petit conseil pour les prochaines fois. En tout cas, moi, je continuerai de faire ça. Qui dit Utopiale dit bien évidemment achat de livres. Voilà. Pas de commentaires. J'avais fait une liste que j'ai bien respectée le premier jour dans les librairies et le deuxième jour aux Utopiales et après c'est parti en cacahuète. L'idée c'est pas de vous faire un vlog où je vais vous présenter mes achats. Je suis un petit peu mal à l'aise avec le format book haul, mais j'avais envie de faire un petit clin d'œil après les Utopiales parce que quand je suis rentrée des Utopiales, j'avais qu'une envie, c'était de lire les livres que j'avais achetés aux Utopiales parce que vraiment j'étais dans une vibe de lire de la science-fiction, beaucoup de science-fiction, vous allez voir, de la fantasy, de lire les nouveaux livres que j'avais achetés, bien évidemment, ils sont d'ailleurs trop beaux, mais aussi de lire les livres d'auteurs, autrices que j'avais rencontrés. Et donc, c'est chose faite, je vous embarque avec moi pour 3 lectures. Enfin, il y en a une qui n'est pas totalement finie, donc ça sera pour un plan prochain, mais les 2 premières, j'ai adoré, surtout une qui m'a beaucoup touchée. Bref, c'est parti pour ce vlog avec cette introduction bien trop longue. La première lecture que j'ai faite en sortant des Utopiales, c'était Entrer dans le monde de Claire Duvivier, qui est très jolie. En fait, ce jeune m'a appelée et surtout, j'avais vu l'avis de Lucie, donc toujours de la chaîne Lucie a lu, qui m'avait beaucoup intéressée. Et peut-être qu'au moment où sortira cette vidéo, ça sera, si vous l'avez pas lu, la lecture commune du Galactic Book Club de Marion de Snodza, que nous avons aussi rencontré. Donc l'avis de Lucie m'avait bien donné envie de le découvrir. J'avais bien aimé Claire Duvivier dans Capitale du Nord, donc j'avais envie de tester ce qu'elle pouvait proposer. Et notamment, une des étiquettes de ce livre, c'est le Solarpunk et c'est vrai que je ne connaissais pas du tout et j'avais envie d'essayer, donc j'y suis allée. Et en plus, on a rencontré Claire Duvivier à une conférence. Bon, c'était très intéressant ce qu'elle racontait et j'ai eu une dédicace, ma foi, très mignonne avec un petit chat, il est trop mignon et qui a une résonance bien évidemment avec l'histoire du livre, c'est ce que j'adore. Donc dans Entrer dans le monde, on suit Xabi qui est un petit garçon
qui a entre 10 et 13 ans, quelque chose comme ça, vraiment un jeune enfant, début adolescent et encore. Et Xabi, elle est 25 que 24 autres enfants vivent dans un domaine un petit peu particulier qu'on appelle le domaine du Danube, et ils sont entourés d'adultes qui sont tuteurs médecins, tutrices vétérinaires, etc. et de leurs babas, des personnes qui sont chargées de les éduquer sans forcément avoir un lien de parenté, ça on l'apprend très vite, biologique. Donc ils vivent leur petite vie, et un jour il y a un monsieur et ses 2 filles qui viennent, on va l'apprendre plus tard, d'un autre domaine. Et ces 3 personnes sont, ma foi, bien différentes de nos 25 adolescents. Et des questions commencent à se poser. Et ici, la porte est ouverte à des questions plus larges, notamment qu'est-ce que c'est que ce domaine de Danube? Pourquoi les enfants sont là? Quel est ce modèle d'éducation, de civilisation, en fait, au sens large, qu'on essaye d'inculquer et de créer dans ce domaine du Danube? La question de la différence, en fait, la différence entre ces 25 adolescents et les 2 enfants de ce monsieur. Et qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce que cela révèle? Et en fait, c'est questions que j'ai trouvées très intéressantes, notamment parce qu'elles sont abordées du point de vue de jeunes enfants, et c'est des questions que si on transpose dans notre monde, on se pose notamment dans la construction de l'identité à l'adolescence, et c'est des questions qui sont capitales pour des jeunes adolescents, donc je trouve ça plutôt bien réussi, et cette extrapolation elle marche vraiment bien. Mais comme je vous disais, ces questions sont en fait, vu qu'on est dans un monde de science-fiction, et je vous disais tout à l'heure de solarpunk, on a donc des questions autour de l'écologie, je le formulerai comme ça, ou en tout cas du rapport entre les humains et prendre soin de la planète, prendre soin du monde dans lequel on vit, de la nature au sens très large. Et donc on inculque à ces 25 enfants un respect, et le mot respect n'est même pas assez fort. Ils ont des relations toutes privilégiées avec un animal de compagnie, et même si le texte n'est pas formulé ainsi, si Claire Duvivier ne le formule pas ainsi, on est quand même dans une approche assez anti-spécisme avec des êtres qu'on considère, même si c'est des animaux, comme des êtres sentients. Et ce rapport de la nature, de l'homme, de l'humain au sens large et de la nature, c'est aussi les questions qui vont être posées sur, en fait, mais c'est quoi ce domaine du Danube? Qu'est-ce qu'on fout là? Et c'est parce qu'on a détruit la planète Terre. Je vous laisserai découvrir comment, mais ma foi, on n'est pas très loin de la crise climatique que nous connaissons actuellement. Et du coup, se pose la question de quelle relation on peut mettre avec la nature, encore une fois, l'environnement au sens large. Et c'est des questions qui sont éminemment importante aujourd'hui, et surtout pour les générations, les jeunes générations actuelles, et cette prise de conscience elle doit être systématique, j'ai envie de dire. Et aussi se pose la question, alors en filigrane, et je trouve que c'est pas la question la plus développée, et peut-être que c'est ce qui m'a manqué dans le texte, se pose la question de la bioethnique, et en fait de qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer les humains. Est-ce qu'on doit adapter les humains au monde dans lequel on vit? Est-ce que c'est plutôt le monde dans lequel on vit qu'on doit adapter à nos besoins? Et en fait, jusqu'où on peut tendre vers cette transformation de l'humain et les questions éthiques qui se posent. Alors c'est des questions qui sont mentionnées dans le texte, je trouve qu'ils restent quand même à la lisière de l'histoire que l'on nous raconte ici, et peut-être pas suffisamment pour aborder tous les aspects de ce problème, notamment l'éthique. Mais encore une fois, on a des petits de 10 à 14 ans qui font l'histoire, et c'est peut-être des questions aussi difficiles à aborder en si peu de pages. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Je sais toujours pas si du coup c'est du solarpunk ou si c'est une étiquette peut-être abusive qu'on colle à ce livre-là. Je vous avoue que j'ai toujours pas compris ce qu'était le solarpunk, mais j'ai passé un bon moment de lecture, et je suis quand même un peu triste que le mode de vie valorisé dans le Danube, à savoir une communion assez forte avec la nature, une dimension antispécisme dans la prise en compte des autres êtres vivants, la recomposition des familles avec un autre aspect que simplement la biologie, mais en mettant au centre la transmission. En fait, ce sont des choses qui fonctionnent pas, et je vous laisserai découvrir pourquoi dans ce texte. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Catastrophique dehors, et j'ai l'impression qu'il fait très sombre alors qu'on est en plein milieu de la matinée. C'est parfait. Deuxième livre que j'ai lu,
Et en fait, je pensais pas que ça allait être ce livre-là que j'allais sortir en premier dans ma pile à lire, spécial Utopial, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y en avait d'autres qui me donnaient beaucoup plus envie que celui-ci, notamment des livres que j'avais mis sur ma liste d'achat prioritaire, parce que celui-là, c'est pas un livre prioritaire, mais c'est un livre que j'ai vu beaucoup passer, qui tourne beaucoup en ce moment, et que j'ai vu souvent en librairie. À chaque fois, je me suis dit oui, mais c'était pas dans ma wishlist prioritaire, en gros. Et comme j'ai pas trouvé des livres que je voulais absolument acheter aux Utopiales, je l'ai pris. Je l'ai sorti pour un challenge littéraire, parce qu'il rentrait parfaitement dans le thème, et en fait, ça a été une très bonne révélation. En fait, c'était sûr que ça allait me plaire, mais je pensais pas que ça allait autant me plaire. Sans plus de suspense, il s'agit donc de Vers les étoiles de Mary Robinette Kowal, qui est une autrice américaine. Et c'est peut-être le seul livre, ou un des seuls livres non francophones que j'ai acheté aux Utopiales. Et ici, je tiens à le préciser, on est dans une trilogie plus un tome compagnon, je le formulerai comme ça. Si vous adorez l'espace, si vous adorez, j'allais dire le féminisme, mais évidemment, si vous adorez l'espace, si vous adorez la série For All Mankind, que je vous conseille d'aller voir parce qu'elle est excellente. Si vous adorez le film Les Figures de l'ombre, allez lire ce livre parce que franchement ça regroupe tout ça dans un livre et c'est incroyable. Donc pour la petite histoire, on est pile en 1952 et il y a une météorite qui s'écrase en plein cœur de Washington aux États-Unis et en fait ça va détruire un bon tiers, je dirais, du pays. Ça va avoir des conséquences évidemment sur les autres pays, notamment par le biais du réchauffement climatique qui s'ensuit. Et donc on est en 52 et on suit Elma, qui est une jeune femme très douée en mathématiques, qui a été à l'université à l'âge de 15 ans. Enfin vraiment, on est sur une génie. Et son mari, qui est aussi docteur en astrophysique ou en physique, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, un champ de compétences qui me dépasse largement, alors que j'adore tous ces thèmes-là et que je rêve d'aller sur la Lune, même si c'est pas possible et si c'est écologiquement très discutable. Bref, ceci était la parenthèse sur ma vie. Et donc, Elma, elle est aussi pilote d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale. S'ensuit en fait une course au savoir pour savoir ce qui s'est passé et surtout, une fois qu'on le sait, une course vers les étoiles. En fait, la planète ne sera plus viable dans un temps relativement court et donc il faut préparer le projet spatial pour aller vivre sur la Lune et sur Mars. C'est un peu ça les idées. On est en 52, donc le programme spatial américain il débute réellement et elle réécrit du coup, Mary Robinette Kowal, toute l'histoire de ce programme militaire américain spatial en incluant les femmes qui ont été totalement délaissée. Et en fait, elle l'écrit très bien. Évidemment, ce programme spatial, la course vers les étoiles, les enjeux géopolitiques, et ça c'était incroyable. Mais surtout, elle écrit très bien ce personnage d'Elma, qui est très favorisée. Elle vient d'une famille militaire dont le père est très haut gradé. Elle a fait des hautes études, et on est quand même dans les années 40 aux États-Unis. Elle a été pilote de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une femme très éduquée, assez riche. Et en fait, elle écrit très bien comment cette femme qui est blanche découvre le féminisme à travers le prisme de cette course aux étoiles, parce qu'en fait les femmes sont systématiquement exclues à chaque étape du voyage, du programme spatial, et surtout quand elles sont incluses, elles sont totalement dévalorisées, elles ont juste un rôle de token, d'exemple d'illustration, de faire valoir, et elles sont absolument pas prises au sérieux, alors qu'on parle quand même des femmes les plus intelligentes de la planète, quoi, et que le monde est en train de mourir, mais même ça n'empêche pas le sexisme. Et donc on a aussi l'éveil de cette Elma à ces questions de féminisme qui est incroyable. Alors elle part quand même avec une petite conscience au début, mais ça reste un féminisme blanc, bourgeois et surtout de cette période, à savoir un féminisme où le but est de faire comme les hommes et d'arriver au même niveau que les hommes sans forcément questionner les normes de cette réussite. Là où le texte est doublement fort, c'est qu'en fait dans son parcours, elle va rencontrer notamment les personnes qui les hébergent au tout début, parce que du coup la météorite a détruit leur ville. Elma et son mari sont hébergés par un couple de noirs de l'armée américaine et cette dame va éveiller Elma aux questions du racisme et donc du coup elle va vite se rendre compte progressivement, et c'est ça qui est
ultra militant dans le texte, c'est que si les femmes sont rejetées du programme spatial, les noirs c'est encore pire, y compris les hommes. Et en fait, elle va commencer à croiser les variables, elle va vraiment avoir, je trouve qu'il y a une approche très intersectionnelle dans ce livre-là. Donc elle va croiser les variables et elle va se rendre compte de la discrimination très particulière que subissent les femmes noires. Je m'attendais pas à autant de militantisme dans ce texte et donc je trouve qu'il allie très bien ce que je recherche dans la littérature, à savoir une littérature engagée, même si c'est pas un essai, il y a moyen de faire passer des messages et ici les messages sont vraiment très forts. Et en même temps, j'aime bien cette dimension de science-fiction où on a en fait une course vers les étoiles, on finit par arriver aux étoiles vu que le tome 2 s'appelle Sur la Lune et je trouve que c'est haletant, on a des enjeux géopolitiques, on a des enjeux sociopolitiques qui sont vraiment très intéressants et c'est une femme astronaute quoi, genre qui n'a pas rêvé de devenir astronaute? Je disais que ça faisait écho notamment au film Les Figures de l'ombre, ça vous voyez très bien pourquoi, sur ces calculatrices noires qui étaient, les calculatrices c'est ces femmes qui calculaient parce que c'était avant l'invention des machines IBM pour les programmes spatiaux et qui étaient totalement discriminées, rejetées, qui travaillaient dans une pièce à part, qui n'avaient pas au début de toilettes, c'est la ségrégation aux États-Unis, donc des toilettes pour les gens de couleur et les femmes de couleur dans le bâtiment. Et donc je trouve que là on a un écho à ces femmes calculatrices noires et je pense que c'est voulu, en tout cas parce que je pense que ce livre est beaucoup plus récent que le livre qui a inspiré le film. Et je vous disais, ça a un écho à la série For All Mankind parce que on a le même postulat de départ dans l'écriture narrative, dans l'écriture de fiction, c'est d'induire un tout petit twist dans le programme spatial américain et voir ce qui se passe. Ici, on a introduit des femmes, ce qui a été pas le cas dans les premières années du programme spatial. Et sachez qu'il n'y a aucune femme qui a marché sur la Lune encore actuellement en 2024. Et dans For All Mankind, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qui se serait passé si c'était pas les États-Unis qui avaient mis le premier homme sur la Lune, qui avaient fait marcher le premier homme sur la Lune, mais l'URSS. Et qu'est-ce que cela aurait fait à la guerre froide entre ces deux pays. Et c'est vraiment des twists qui m'intéressent beaucoup parce qu'ils disent énormément de choses sur le contexte géopolitique et le contexte social dans les pays. Et voilà, c'est très fort, c'est militant, même si c'est une brique de 576 pages précisément, je vais continuer la saga avec grand plaisir. Bon, et je reviens vers vous pour le troisième livre. Quand je l'ai fini, j'en suis quasiment à la moitié. Je l'ai dévoré en un jour. Un indice se trouve sur ce mur. Bref, à très vite. Et je vous retrouve du coup pour le troisième livre que j'ai du coup terminé. Et comme je vous l'avais dit, il y avait un indice au mur et pas des moindres, puisqu'ici il y a Alexander de la trilogie absolue, ici le tome 3 bien évidemment, Les Éveillés de Margot Dessaigne, que j'ai pu avoir en avant-première parce qu'il y en avait certains à la librairie des Utopiales, donc c'était vraiment trop cool. Pour la petite histoire, le jour 1 il était quand broché et moi mon frère me les avait offert les deux en relié et j'étais un petit peu partagée entre le fait d'être très contente de pouvoir le lire et du coup le découvrir en avant-première et en plus du coup j'avais pas apporté le tome 1 et le tome 2 parce que c'est quand même des pavasses et que je savais que mon sac allait être bien rempli par les livres achetés aux Utopiales et les faits ne l'ont pas démenti. Bref, du coup, j'avais rien à faire dédicacer à l'autrice. Et comme il était en avant-première, là, j'avais quelque chose à faire dédicacer. Donc j'étais vraiment très contente de ces deux aspects. Surtout que je savais qu'elle donnait des cartes dédicaces et que je voulais absolument la carte d'Alexanders. On est sur une fangirl, c'est pas grave, on a su. Et de l'autre côté, j'étais quand même un petit peu déçue, somme toute de manière limitée, de pas l'avoir en relié pour faire un truc un petit peu sympa dans la bibliothèque. Alors vous le savez sans doute, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça d'avoir les beaux livres, etc. Mais là, c'était dommage. Bref, et le lendemain ou 2 jours après, au moment de la dédicace de Margot Dessaigne, ils étaient en relié encore à la librairie et les libraires ont gentiment accepté que j'échange mon tome broché contre un relié, moyennant supplément vu qu'il était un petit peu plus cher. Mais voilà pour la petite histoire. Et donc, comme je vous le disais, j'ai eu une dédicace et j'ai pu choisir le symbole des érudits. Et on le voit pas très bien, mais ici,
il y a un ex-librio qui est vraiment magnifique. Bref, donc ce tome 3 des Absolus, on est vraiment encore une fois dans de la science-fiction, dans de la dystopie, et c'est peut-être le thème en fait de cette vidéo vu que ça a été le thème des Utopiales. Bref, ici on est dans la droite lignée des événements du tome 2, et je trouve qu'en termes de temporalité, les 3 tomes s'enchaînent et il n'y a pas d'ellipse temporelle comme il peut y avoir par exemple dans Hunger Games. J'avais été un petit peu plus déçue par le tome 2 alors que j'avais adoré le tome 1, et ici le tome 3 rend justice à cette saga parce qu'il est au niveau du tome 1, voire plus, parce que je trouve qu'il y a une certaine prise de maturité chez l'autrice, ou peut-être, je ne sais pas, chez ses personnages, parce que en l'ayant entendu aux Utopiales, je me dis que c'est peut-être ces personnages qui manquaient de maturité. En même temps, ça peut se comprendre, ils vivent dans un monde de dictature et de propagande, bref. Donc j'ai vraiment bien aimé ce tome 3, c'était pour dire ça, il faut pas que je perde le fil. Donc nos personnages sont sortis de la zone, ça c'est le point 1, le tome 1. Dans le tome 2, ils prennent conscience que leur monde dans lequel ils vivent, c'est de la merde, puisque c'est une dictature avec propagande, etc. En plus avec un régime autoritaire, raciste, en tout cas avec une partie de la communauté du pays, les fils de Belloc notamment. Et dans le tome 3, nos personnages vont essayer de mettre à bas cette dictature et de l'affronter de plusieurs manières. Et en fait, on a grosso modo 4-5 histoires qui sont à la suite du tome 2, qui vont progressivement se rejoindre pour mettre fin à cette dictature. Et en fait, comme on a 4-5 manières de faire différentes, en fait, on a des oppositions entre nos protagonistes, des oppositions qui sont discutées. Et je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir réfléchir aux moyens légitimes de mettre fin à une dictature et à la question de la fin justifie-t-elle l'utilisation de tous les moyens. Et c'est cette question-là en fait qui va transcender tout le récit, qui va transcender l'idée que mettre fin à une dictature c'est une bonne chose en soi, mais par contre si c'est pour installer une autre dictature d'autres, en l'occurrence hommes ici, avides de pouvoir, à quoi bon en fait? Et est-ce que c'est vraiment pertinent de remplacer une dictature par une autre? Et je trouve que la question de la justice est vraiment discutée, et là où je disais que les personnages avaient pris de la maturité par rapport au tome 2, en fait les choix ne sont plus binaires, il y a de la nuance dans les choix, il y a des réflexions un peu plus poussées, et ça fait du bien parce que même si c'est un livre destiné à la jeunesse, ça fait du bien de pouvoir réfléchir d'une manière un peu plus poussée et réfléchie. Donc ça c'était cool. C'est dur de parler de ce livre sans vous spoiler parce que franchement j'ai envie que vous le découvriez. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est surtout la fin, c'est les procès qui découlent de la fin de cette dictature. Alors je vous laisserai découvrir comment cette dictature se termine, et ces procès qui font écho au procès des nazis après la Seconde Guerre mondiale, qui font écho au processus de réconciliation que ce soit en Afrique du Sud ou au Rwanda, et j'ai trouvé ça intéressant comment c'était amené, comment c'était une porte d'entrée à cette justice internationale, à cette justice de l'après et de la reconstruction, et comment, avec des questions notamment de est-ce qu'on doit passer par la justice pour reconstruire un pays, et si oui, sous quelle forme. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Dans cette optique-là, il y a un bémol, un petit point que je reproche au texte, c'est qu'en fait, on va suivre ces différents courants qui veulent mettre fin à la dictature avec toutes les questions que j'ai essayé de résumer, et cette fin qui me plaît quand même bien, mais la fin de la dictature ne passe pas par le peuple, et en fait, le peuple, c'est une entité, il n'y a pas de nuance dans le peuple, il n'y a pas de fracture, le peuple n'a pas d'avis, il est quand même très passif dans toute cette histoire, il fait pas grand chose, et j'ai trouvé ça dommage de ne pas aller explorer, alors peut-être par manque de temps, et aussi peut-être parce que ce n'était pas l'objectif de l'autrice, mais du coup d'aller explorer les divisions qu'il pouvait y avoir dans le peuple, avec si on caricature les résistantes d'un côté et les pro-dictature de l'autre ou pro-gouvernement de l'autre, ce qui n'empêche pas de mettre au milieu tout ce peuple qui ne sait pas, qui ne veut pas, qui ne comprend pas et qui a peur aussi, et ça aurait été possible, et en fait je trouve que ne pas avoir mis ça dans le texte, ça a oublié pour moi quelque chose d'important. Sinon, dernier point, ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce livre-là, c'est que c'est la fin de la trilogie et on a toutes les réponses à nos questions. Vraiment, il n'y en a pas une des questions où je me suis dit « Ah, je sais pas, où il y a une porte ouverte » et je trouve ça vraiment très chouette d'avoir toutes les réponses à nos questions, y compris sur les pigeons. C'est une saga où en fait on s'est attaché aux personnages sans tout savoir et sans que eux et elles ne sachent bien évidemment tout. Et j'ai trouvé ça intéressant comment on fermait progressivement
progressivement tous les arcs narratifs et de manière crédible en fait. J'ai vraiment bien aimé et ça me fait dire en fait que le tome 2 il souffre vraiment des défauts d'un tome 2 d'une trilogie en fait. Et ici dans ce tome 3 il n'y a pas de problème de rythme, je l'ai trouvé vraiment haletant en fait comme le tome 1 et j'ai vraiment bien aimé. Si je devais résumer, alors peut-être pas le tome 3 parce que ça serait spoilé, mais le tome 1, en fait on a une ville qui est détruite, Varsovie, et un pays hérite qui s'est construit sur ces ruines là. Et en fait il y a la chose, c'est une sorte de monstre mécanique qui a détruit en fait Varsovie, qui est au cœur de ces dégâts. Le pays a construit un mur autour de Varsovie et de cette chose et tous les ans on envoie je sais plus combien X jeunes dans la zone pour combattre cette chose et enfin revivre en paix. En tout cas c'est ce qui est expliqué dans le tome 1. Progressivement on part de cette idée là où on a des guerres entre clans, des rivalités qui se jouent, la volonté de survie aussi des jeunes qui sont envoyés dans ce mur, leur manière de survivre, leurs liens qui se créent. Ça que j'avais adoré vraiment ce tome 1. Et en même temps on a le début de la fin de leurs illusions et leur prise de conscience pour certains et certaines que en fait il se joue quelque chose qui est plus grand que eux et elles dans cette zone et c'est ça qu'on va explorer dans le tome 2 et 3 avec cette figure de la dictature et le pourquoi en fait on les a envoyés. Très vite on se rend compte que le pourquoi qu'on a confié à ces jeunes était en fait illusoire, que c'était juste un prétexte pour autre chose et notamment pour développer un pouvoir encore plus autoritaire. On part de cet événement qui est déjà atroce d'envoyer X jeunes à la mort quasiment certaine chaque année à la fin d'une dictature et comment lutter contre cette dictature et j'ai vraiment bien aimé cette saga. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part que allez-y, franchement j'ai adoré ce tome 3 et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus par le tome 2 mais le tome 3 encore une fois est à la hauteur du tome 1 et conclut parfaitement je trouve cette saga. Bon voilà pour ce bilan lecture petit vlog d'automne post-utopial avec une sélection spéciale de science-fiction. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir la science-fiction, de découvrir les utopiales et plus largement de découvrir de la SFFF francophone parce que franchement il y a de quoi faire et c'est ce qu'a montré les utopiales avec brio. Et c'était parfait parce qu'en fait les utopiales, et je le redirai pour le bilan du Cocorico Challenge, ça montre à quel point la SFFF francophone est foisonnante, diversifiée, incroyable et qu'il y a vraiment on n'a qu'une envie, c'est d'aller piocher parce qu'il y a forcément quelque chose qui va nous plaire. Et c'est tant mieux. J'arrête de blablater, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis merci pour tout le soutien que vous m'apportez à chaque fois. N'hésitez pas à commenter avec un livre de science-fiction que vous aimez bien, vu que c'est le thème de la vidéo, et ou un achat que vous avez aux utopiales ou que vous auriez aimé faire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!